Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 23 août. Une nouvelle affaire d'infanticide en Savoie. Une jeune femme de 36 ans a avoué avoir tué ses 3 nouveau-nés qu'elle avait placés dans un congélateur. Elle les avait transportés lors du déménagement du couple il y a 1 an. Comme dans l'affaire Courgeot, c'est le père qui a découvert les cadavres. Incident à Conakry lors de la reconduction par 6 policiers français de 2 ressortissants guinéens expulsés. Les 6 hommes membres de la police de l'air et des frontières auraient été insultés et pris à partie par plusieurs personnes, y compris par des policiers guinéens. Les producteurs de fruits et légumes ont organisé à Paris et dans plusieurs villes de France des ventes dites au juste prix. Ils dénoncent les marges abusives de la grande distribution. L'opération était organisée par le MODEF, syndicat agricole proche du PC. Le réchauffement planétaire est-il la cause des dérèglements des saisons? L'hypothèse est sérieusement envisagée. La pluie, le froid et le vent qui ont caractérisé cet été incitent les climatologues à le croire. Le CD ou compact disque a été inventé il y a 25 ans par une compagnie, Philips, en Allemagne. Même si certains continuent d'utiliser les bons vieux vinyles, la concurrence dont ils souffrent aujourd'hui, c'est surtout Internet. À Albertville, en Savoie, les corps de 3 nouveau-nés cachés dans des sacs plastiques dans une malle ont été retrouvés. La mère âgée de 36 ans a reconnu qu'il s'agissait de ses enfants nés en 2001, 2003 et 2006. Personne ne s'était rendu compte qu'elle était enceinte. Dans un premier temps, elle avait placé les corps dans un congélateur et au fil des déménagements les entreposait dans des caisses avant de les recongeler. C'est le père qui a découvert les corps des enfants. Denis Sébastien et Thierry Simonet. Une maison récente dans un quartier résidentiel, voilà le cadre de ce nouveau drame d'infanticide. Le couple était en instance de séparation. Hier après-midi, alors que l'homme faisait du rangement dans son garage, il trouve une malle avec à l'intérieur 2 sacs. Errado Anselmo est son voisin le plus proche. Il a été témoin de la découverte. Il est venu me chercher quand il a découvert ce truc-là. Et puis je suis venu là. J'ai vu d'abord un premier, puis après il a défait un sac de deuxième, et il y avait le deuxième petit dedans. Le 3e enfant sera retrouvé dans un 2e coffre. Les mâles étaient cachés dans le vide sanitaire de la maison. Immédiatement, la police est prévenue et la femme est conduite sur les lieux. Je l'ai vu arriver. Elle était comment, cette dame? Elle était comme d'habitude, quoi. Ouais. Ouais. Elle lui a montré les enfants? Et oui, il les a vus là. Et à ce moment-là, quelle réaction elle a eue? Pas de réaction. Aucune. Aucune réaction. Placée en garde à vue, la femme a reconnu avoir accouché seule en 2001, 2003 et 2006 et affirmé que son compagnon n'était pas au courant. Elle aurait conservé les corps au congélateur et les aurait cachés lorsque son compagnon risquait de les découvrir. Le procureur de la République d'Albertville ne s'exprimera sur l'affaire que demain matin. Ce que l'on sait ce soir, c'est que le couple est actuellement toujours en garde à vue et que l'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lyon. Par ailleurs, une autopsie est en cours pour tenter de déterminer la cause de la mort des 3 enfants. Les résultats pourraient être connus dans 2 jours. Cette affaire présente bien sûr des similitudes troublantes avec l'affaire Courgeot, qui a avoué 3 infanticides. Elle aussi, Véronique Courgeot, dissimulait les cadavres de ses enfants dans son congélateur et son époux non plus n'avait pas soupçonné ses grossesses. Le couple Courgeot avait pourtant 2 autres enfants. Christelle Bertrand. Été dernier, première apparition des époux Courgeot. Une conférence de presse que le couple a lui-même organisée. Face aux caméras, Véronique Courgeot n'hésite pas à mentir. Nous pouvons simplement dire que nous ne sommes pas les parents de ces bébés. Premier rebondissement. Quelques semaines plus tard, face aux policiers cette fois, elle avoue ses 3 grossesses et ses 3 meurtres. C'est Jean-Louis Courgeot qui découvre les corps de 2 bébés dans le congélateur de son appartement de Séoul. Pourquoi une mère congèle ses enfants après les avoir tués? C'est un moyen qui est parfois utilisé pour conserver les bébés à proximité. Il n'y a peut-être pas la notion de destruction d'un enfant qui est issu de sa chair. Et effectivement, c'est un moyen moderne qui permet la conservation sans qu'on sache très bien les motivations réelles de la femme qui a accouché. Au cours de l'enquête, des tests ADN révèlent que Jean-Louis Courgeot est bien le père des enfants. Sa femme a donc réussi à lui cacher ses 3 grossesses et ses 3 accouchements. On peut cacher une grossesse.
Il y a des moyens en restreignant son alimentation, en portant des vêtements larges, en s'asseyant tout de suite. Enfin, il y a des petits trucs que les femmes d'instinct découvrent pour camoufler leur grossesse. Le procès des époux Courgeot devrait avoir lieu l'année prochaine. Il y aurait en France entre 50 et 100 infanticides par an. À l'aéroport de Conakry en Guinée, 6 policiers français qui raccompagnaient dans leur pays de Guinéens expulsés ont été pris à partie, insultés et molestés. Selon les policiers français, ces incidents ont été le fait de passagers, mais aussi de policiers guinéens, ce que dément la police locale. Cependant, le gouvernement guinéen a présenté ses excuses à la France. Explication Franck Genozo et Franck Brisset. Escortés par 6 policiers, 2 clandestins guinéens embarquent sur un vol Paris-Conakry le 15 août. À bord, l'ambiance est électrique. Crachats, hurlements, les 2 hommes haranguent les passagers, dont certains préviennent leur famille en Guinée. Ils veulent empêcher l'avion de décoller. En vain, fin du premier incident. Après plusieurs heures de vol, l'avion se pose sur l'aéroport de Conakry. Une fois débarqués, les policiers français se retrouvent face à une foule hostile. Coups de poing, coups de pied, insultes, y compris, disent-ils, de la part de policiers guinéens. Les 6 Français parviennent à se mettre en sécurité dans le bureau du commissaire de l'aéroport. Ce qui est certain, c'est qu'à l'arrivée, il y a eu un guet-apens, que des policiers français en mission ont été sauvagement agressés et insultés, qu'il n'y a pas eu de protection de ces policiers par les autorités locales. Souffrant de multiples contusions, les 6 policiers sont alors raccompagnés sous escorte. Les médecins diagnostiquent jusqu'à 8 jours d'arrêt de travail. Les policiers guinéens, eux, nient cette version des faits. C'est un des expulsés qui a donné un coup de poing aux policiers, c'est la population, c'est les passagers en fait qui se sont jetés sur le policier en question. Et ils ont vu à leur fallu qu'à l'intervention des policiers guinéens, c'est eux qui sont allés les prendre, les amener dans nos bureaux. Ce soir, pour le ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, l'incident est clos. Nous avons demandé par l'intermédiaire du Quai d'Orsay au gouvernement de Conakry des explications sur ce qui s'était passé et le gouvernement de Conakry a présenté ses excuses à la France. Les autorités guinéennes précisent que les agresseurs ont été arrêtés et que des dispositions sont prises pour sécuriser l'arrivée des policiers français. En France, certains syndicats de police réclament l'ajournement de ces missions jugées périlleuses. Depuis le début de l'année, 6000 clandestins ont été reconduits à la frontière par avion. 280 ont provoqué des incidents. Et puis on vient d'apprendre que 3 engins incendiaires, selon la terminologie de la police, ont été découverts sur le campus de HEC à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, où doit se tenir à partir de mercredi prochain l'université d'été du MEDEF, c'est-à-dire du patronat français, université d'été à laquelle le président Nicolas Sarkozy doit participer. L'enquête a été confiée à la sous-direction antiterroriste de la police. Rencontre autour d'un déjeuner dans un restaurant parisien entre le président de la République et le secrétaire général de la CFDT, François Chirac. Les 2 hommes ont fait un état des lieux des dossiers sociaux de la rentrée, notamment l'emploi, les salaires, mais aussi le nombre de fonctionnaires. Et justement, en 2008, environ 11 000 fonctionnaires de l'éducation nationale partant à la retraite ne seront pas remplacés. Il s'agira essentiellement de professeurs du second degré. La France garde le record pour le nombre de profs par élève. En revanche, les résultats ne sont pas à la hauteur. Selon un rapport qui sera publié lundi, 15% des élèves du primaire sont en grande difficulté pour la lecture et le calcul. Explication Florence Griffon et Alain Locachio. Ici, près de Clermont-Ferrand, la rentrée s'annonce bien. La classe du village devait être supprimée et elle est finalement maintenue. Un maintien qui ne sera peut-être que provisoire. Le ministre de l'Éducation nationale vient en effet d'annoncer que 11 000 départs en retraite ne seront pas remplacés à la rentrée 2008. Une coupe qui correspond à la moitié des suppressions de postes prévues dans l'ensemble de la fonction publique. Argument avancé, la France compte plus de profs que la majorité des pays européens. Les chiffres les voici. Environ 1 143 000 adultes encadrent plus de 12 100 000 élèves. Dans le secondaire, cela correspond à environ 12 élèves par professeur, contre 13 dans les pays de l'OCDE dont le niveau est comparable au nôtre, et 15 en Allemagne. Autre argument évoqué, des économies sont possibles. En France, la scolarité d'un élève coûte 6 240 €, soit 1 000 € de plus qu'en Allemagne ou dans les pays de l'OCDE. Pour réduire la facture, le gouvernement souhaite alléger les emplois du temps. Chez nous, les écoliers travaillent beaucoup. 883 heures par an contre 631 heures en Allemagne et 758 heures dans les pays de l'OCDE. En termes de réussite des élèves cette fois,
La France se place régulièrement devant l'Allemagne, mais reste très moyenne comparée aux autres pays de l'OCDE. Un exemple, un rapport à paraître lundi montre que 15% des élèves du primaire ont de grandes difficultés dans l'apprentissage de la lecture. En revanche, cette année, pour la rentrée scolaire, il y aura la création de 2700 postes d'auxiliaires de vie scolaire supplémentaires pour accompagner les enfants handicapés. C'est ce qu'a annoncé ce matin Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, lors d'une conférence de presse. L'accès à l'école est en effet déterminant pour permettre aux enfants de ne pas rester enfermés dans leur handicap. Portrait de deux familles qui se battent pour que leur enfant suive une scolarité presque normale. Laetitia Legendre et Vincent Kellner. Une lutte de chaque instant. Depuis 9 ans, Naomi et sa mère se battent au quotidien pour vaincre ses difficultés, réussir à les faire accepter. Cette petite fille souffre de troubles neurologiques. Elle met plus de temps que les autres pour écrire ou compter. La scolariser même pour une heure d'études dans l'école du quartier, c'était pour ses parents une priorité. C'est très intéressant aussi que les autres petits copains voient que y a une petite différence, mais cette différence, ça change rien à l'amitié. Il faut faire avec. Moi, j'ai envie de travailler. J'ai envie d'apprendre. Mais pour faire accepter Naomi dans cette école, sa mère a dû faire appel à la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Elle a obtenu gain de cause, mais depuis le dialogue avec l'école est difficile. La loi, on l'a. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée, et c'est pas en imposant qu'on pourra mieux la faire appliquer, et notamment que ça va changer les choses. Les parents de Mathéo ont plus de chance. Il rentre en grande section maternelle dans l'école de son quartier. C'est là ton école? La famille a attendu près d'1 an une auxiliaire de vie scolaire pour aider Mathéo qui a des troubles du langage. Manque de formation, précarité, ces emplois attirent peu. Quant aux enseignants, souvent débordés, ils sont rarement sensibilisés au handicap. L'institutrice de Mathéo a souhaité se former et elle a obtenu sa formation finalement en fin d'année scolaire. L'an dernier, plus de 155 000 enfants handicapés ont été scolarisés. Des milliers d'autres restent encore sans solution. Autant de familles qui, à défaut de pouvoir vivre comme les autres, tentent simplement de vivre parmi eux. Pour protester contre les marges qu'ils considèrent comme abusives dans la grande distribution sur des fruits et légumes, les producteurs ont aujourd'hui organisé à Paris et dans plusieurs villes de France des ventes dites au juste prix. Ils expliquent qu'ils vendent à perte des fruits qui sont revendus 6 fois plus cher dans les grandes surfaces. Laurence Decherf et Virginie Travers. La Bastille prise d'assaut ce matin par les agriculteurs, mais aussi par les Parisiens. La pluie ne les a pas découragés, la file d'attente est digne d'un début de solde. Mais ici, pas question de brader. Les fruits et légumes sont vendus au juste prix. Les tomates, 3 kilos, 4,50 €. La tomate, la poire ou la pomme à 1,50 € le kilo, les citadins sont plutôt satisfaits. Les prix sont intéressants et ça vient de producteurs, donc je vais donner un petit coup de pouce si vous voulez. Vu d'aller dans un supermarché, la qualité n'est pas toujours excellente. Moins de qualité et moins de revenus pour les producteurs. Difficile pour eux de faire face à la grande distribution qui n'a pas souhaité s'exprimer. Ces tomates qui sont payées aux producteurs actuellement à 50-60 centimes, il faudrait 80 centimes, donc on est sous-payé et le consommateur paie ce même produit 2,5 € en moyenne, ce qui est beaucoup trop cher. Il pourrait les avoir à 1,5 €, 1,7 €, ce que l'on vend nous ici aujourd'hui. Donc producteur-consommateur, même combat, la grande distribution fait des marges abusives, il faut arrêter. Autre souci, la météo. Avec les pluies estivales, les fruits et légumes ne se vendent pas cette année. Moins 30% sur les pêches ou encore sur la salade. Et on n'a pas ramassé 50% des volumes qu'on aurait dû ramasser. Donc, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de débouché, même à ce prix-là. Personne n'en veut. On est en train de crever, quoi. On n'arrive plus à payer nos dettes, on n'arrive plus à payer nos salariés. 60 tonnes distribuées sur Paris. En quelques heures, il ne restait plus que les cagettes. Et puis le patron d'une société de bâtiments de travaux publics qui avait abandonné à leur sort 48 ouvriers polonais sur un chantier à Haine dans les Pyrénées-Orientales, nous vous en avions parlé. Eh bien ce patron a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il était parti en vacances alors que les ouvriers n'avaient pas été payés depuis 2 mois et demi. C'est une histoire banale de dispute villageoise mais qui prend des proportions exceptionnelles vues du continent.
Un forgeron non corse, installé dans un village de l'île depuis plus de 40 ans, a vu sa forge brûler après qu'il a publié dans la presse locale une tribune dénonçant la montée des tensions dans ce village autrefois paisible. Les nationalistes se sont aussi saisis du dossier, l'accusant d'avoir lancé une campagne raciste. Sur place, l'enquête d'Olivier Théron et Virginie Hadot. Toute l'histoire a commencé par un problème de cloche mal réglé qui sonne la nuit au lieu de sonner le jour. Un Anglais, nouveau propriétaire à Pallasca, se plaint de ne pas pouvoir dormir. La cloche est réparée, mais les pneus du vacancier sont crevés. Ému, il en parle à Martin Bromberg, un Sud-Africain, ferronnier d'art, installé depuis 1968 dans le village. Pour Martin Bromberg, cet acte de vandalisme, additionné à une augmentation de la violence dans les villages, c'est trop. Il rédige une affiche dans laquelle il dénonce la lâcheté des Pallasquais et la loi du silence qui encourage la barbarie. C'est effectivement ce climat tendu, délétère, où pas grand monde comprend grand-chose, qui m'a mis un peu la moutarde au nez et qui m'a poussé à faire un sorte de cri d'alarme aux Pallasquais pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe ici dans ce village, autrefois bien tranquille et bien paisible. Le texte est perçu comme une gifle. Quelques jours plus tard, son atelier est ravagé par un incendie criminel. L'affaire est médiatisée. Voilà qui intéresse Corsica Nation. Après l'éclatement de l'Union des nationalistes, c'est l'occasion pour Jean-Guy Talamoni de dérouler son programme devant les caméras. On voit la situation actuelle de l'immobilier. Les Corses ne peuvent plus acquérir de biens immobiliers, de terres, de maisons sur la terre de Corse. Dans le village Célémois, ceux qui voulaient attaquer Bromberg en diffamation se retrouvent pour dénoncer l'attentat dont il est la victime. Tout le monde regrette et tout le monde condamne l'incendie criminel de la forge de cette personne, mais ce qui nous paraît le plus scandaleux finalement, c'est qu'on donne à cette histoire, qui est une histoire relativement banale, un retentissement extraordinaire. Depuis les événements, Martin Bromberg ne souhaite plus parler aux médias, mais il envisage de reconstruire sa forge et de se réconcilier avec les habitants. La cloche de Pallasca a finalement donné l'alerte sur un problème de fond, l'augmentation de la violence en milieu rural, une violence qui touche les Corses comme les autres. En Grande-Bretagne, un enfant de 11 ans a été tué par balle à Liverpool alors qu'il jouait au football hier. Ces violences entre jeunes prennent des proportions qui affolent l'Angleterre. Les attaques à l'arme blanche se multiplient déjà dans les écoles et les Britanniques cherchent à comprendre cette flambée de violence. Sur place, Claude Sampère. Quelques fleurs en hommage à leurs copains abattus hier soir dans ce quartier de Liverpool. Ils ont entre 12 et 15 ans et comme leurs copains, ils adorent le foot. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est terrible. C'était un adorable petit garçon. Il allait entrer dans la grande école. Il s'appelait Rhys Jones. Il avait 11 ans. Hier soir, il jouait au foot sur le parking devant ce pub avec 2 de ses copains. Un autre jeune est arrivé sur un vélo tout-terrain. Il portait une capuche. Il a tiré sur Rhys Jones, une balle dans la nuque. Le gamin est décédé quelques heures plus tard. Plus de 100 policiers sont mobilisés sur l'affaire. La jeune victime n'appartenait à aucun gang. Rhys Jones allait à l'école sans problème. Son assassinat provoque une onde de choc dans tout le pays. Je demande à tous ceux qui ont des informations de collaborer avec la police. N'ayez aucun doute, ceux qui ont fait ça seront poursuivis, arrêtés et punis. Les télévisions britanniques font défiler les photos des jeunes mineurs assassinés depuis le début de l'année. Beaucoup à Londres. Le plus souvent victimes de gangs de jeunes ultra-violents. Tu peux acheter une arme ici à un gamin de 15 ans, c'est de la folie. On peut tout acheter, du petit calibre ou même une semi-automatique. Depuis le début de l'année, plus d'une quinzaine de jeunes ont été assassinés par arme à feu ou par arme blanche. À Liverpool, l'enquête se poursuit. Pour l'heure, 2 adolescents ont été arrêtés, le plus jeune à 14 ans. Et en Calabre, obsèques de 2 des 6 Italiens abattus le 15 août dernier en Allemagne. Selon les autorités italiennes, il s'agirait d'un règlement de compte entre familles mafieuses. Des renforts de police avaient été envoyés dans le village pour éviter tout débordement. Vincent Fischmann. Les caméras sont tenues à l'écart, loin de la petite église de Siderno. Ce matin, ce sont 2 frères que l'on enterrait, 2 membres d'un même clan. Autour d'eux, seulement les proches. Dans cette Calabre aux accents mafieux, seule la famille est autorisée à pleurer ses fils.
À l'intérieur de l'église, il y avait une atmosphère de grande compassion et de dignité. Le prêtre, lors de son homélie, a invité la famille, les proches et les amis à la paix et au pardon. 2 frères victimes d'une vendetta qui s'est exportée la semaine passée, une première. En Allemagne, à Duisbourg, des coups de feu s'invitent dans la nuit. Au total, 6 corps sont à terre, 6 Italiens, tous de la même famille. Le sceau de la vengeance entre mafieux, d'où cet imposant dispositif policier ce matin. Plus de 15 ans maintenant que le sang coule dans le secteur, que les familles sont amputées et que les balles font la loi dans ce sud italien, jusque sur les portes de cette école. Je n'ai pas le souvenir d'un événement aussi grave ces dernières années. Un drame comme celui-là, c'est un deuil, du chagrin et des familles totalement brisées. Et tout le monde redoute maintenant une surenchère meurtrière. Depuis 1991, les règlements de compte entre clans ont fait des dizaines de victimes pour ce seul village calabrais. Et en Sicile, les incendies continuent. L'armée est intervenue pour aider les pompiers à combattre des dizaines de départs de feu, tous d'origine criminelle. Et déjà, 3 personnes ont trouvé la mort au cours de ces incendies. Aux États-Unis, ce sont les inondations qui continuent avec cette fois de gros dégâts dans l'État de l'Ohio. L'état d'urgence d'ailleurs a été déclaré. Ces inondations sont dues à de nombreux orages tropicaux qui ont déjà traversé le Texas, l'Oklahoma et le Missouri. Ces désordres climatiques ont aussi des conséquences spectaculaires sur la navigation en Arctique où la glace fond. Selon des mesures satellites, près de 5 millions de kilomètres carrés de glace ont déjà fondu, ce qui change fondamentalement la navigation dans cette partie du globe. Explication Agnès Monteux. C'est une route légendaire qui s'ouvre pour les bateaux. Au milieu de glaces de plus en plus rares, ce cargo navigue à proximité du pôle Nord, sur une mer autrefois inaccessible, totalement englacée. C'est que cette année 2007 bat des records de fonte de banquise. Cette semaine, elle a atteint son niveau historique le plus bas, battant son record de 2005. Ces 10 dernières années, nous avons perdu très vite notre glace. Nous avions l'habitude d'avoir de la banquise jusqu'en juillet. Maintenant, impossible de s'y déplacer. Dès fin mai, tout a déjà fondu. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ces cargos peuvent déjà naviguer au large de la Sibérie ou de l'Alaska, en attendant l'ouverture annoncée du passage du Nord-Ouest. Pour se rendre en Chine, Américains et Russes n'emprunteront plus le canal de Panama. Par le pôle Nord, ils gagneront 7000 km, soit 10 jours de navigation, dans un futur de plus en plus proche. Nous estimions que le passage du Nord-Ouest s'ouvrirait en 2050, mais depuis peu nous pensons que cela devrait arriver beaucoup plus tôt. Peut-être d'ici 10 ans. La glace fond plus vite que prévu et les revendications s'aiguisent. Pour le Canada, ce passage est sur leurs eaux territoriales. Pas question, répondent les États-Unis et l'Europe, qui souhaitent qu'il relève d'une législation internationale. Dans le Grand Nord, le réchauffement climatique ouvre de nouvelles batailles économiques. Autre catastrophe climatique, le passage du cyclone Dean. Le Premier ministre François Fillon, après avoir visité la Martinique, s'est rendu en Guadeloupe où les dégâts provoqués par le cyclone sont moins importants. Les procédures de catastrophes naturelles sont déjà engagées. La France est aujourd'hui encore largement sous les nuages et sous la pluie. Cet été particulièrement maussade pourrait être la conséquence du réchauffement climatique. C'est une des hypothèses avancée par le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, qui visitait aujourd'hui le siège de Météo France à Toulouse. Et pour les climatologues, en effet, ce réchauffement climatique perturbe le déroulement des saisons. Explication Nathalie Sapena et Fabien Tormos. Cet après-midi à La Rochelle, temps gris, plage désertée et vacanciers dépités. C'est l'horreur. Mais bon, on s'y fait. Et il a bien fallu, car sur une grande moitié nord de la France, il y a eu, selon Météo France, 40% de soleil en moins et 30% en juillet et en août. Et la pluie a battu des records. Au Touquet, à Alençon, à Thonon-les-Bains et à Brest, jamais il n'est tombé autant d'eau depuis que les relevés existent, 3 fois plus que la normale. Autre record, au Havre, 21 jours de pluie en juillet. L'été le plus médiocre depuis 60 ans dans l'ouest de la France.
les événements qu'on observe actuellement ne peuvent pas être reliés directement en tant que tels à ces changements climatiques. C'est seulement sur une période beaucoup plus longue qu'on pourra dire quels sont les effets effectivement observés. Le soleil artificiel, lui, n'a jamais autant brillé. 10 à 25% de fréquentation en plus dans les cabines de bronzage cet été. Mais c'est vrai qu'il fait très mauvais, donc c'est assez agréable de pouvoir continuer à être bronzé. L'anticyclone qui a déserté le nord et l'ouest de la France cet été peut-il venir assécher l'automne? Petit espoir pour le week-end, le soleil est annoncé sur la Bretagne. Conséquence de cette absence de soleil, les touristes évidemment font grise mine, on vient de le voir, le moral est en berne. Et quand il pleut au camping des Flots Bleus, eh bien, il faut s'organiser pour éviter que la tente ne soit noyée. Trucs et astuces du côté de Saint-Malo avec Éric Pinault et Michel Hiver. Les serviettes de bain ont un peu de mal à sécher et cet été, les campeurs n'ont pas toujours besoin d'aller sur la plage pour mettre les pieds dans l'eau. On a eu de l'inondation là et là. Alors, comme je vois que vous avez... on a la raclette, oui, on a raclé tout le tour en fait, parce qu'il y en avait partout. Aujourd'hui, le ciel est gris, mais il ne pleut pas. Un répit bienvenu après les averses à répétition des derniers jours. Le réfrigérateur, par exemple, sous le haut vent, ne fait pas bon ménage avec l'eau qui ruisselle. On a fait une petite tranchée, on a creusé avec la petite pelle, comme tous les campeurs. Et donc on a fait la tranchée, de façon à pas trop faire l'inondation. Sous la tente, l'humidité gagne par le sol. Le campeur averti s'équipe donc d'une bâche, ajoutez un peu d'astuce et vous dormez au sec. Ici, on a mis une barre qui sert en fait que l'eau, elle peut pas monter. Et donc, on a troué toute la bâche ici. Il y a plein de petits trous. Donc, l'eau s'infiltre dans le sol. Elle ne rentre pas du tout dans la tente. Et la pluie, ça fait aussi des flaques, mais là, tout le monde ne s'en plaint pas. C'est un musée pas comme les autres qui se trouve à Moscou. Les locaux désaffectés des anciens sites militaires peuvent aujourd'hui être visités. Ainsi, dans un bunker anti-atomique par 60 mètres de fond, se trouve une véritable ville qui pouvait abriter 2500 personnes pendant 3 mois. C'était un des QG de l'armée soviétique que les moscovites visitent avec fascination et un rien d'effroi. Anne Poncinet et Xavier Luizet. C'est un de ces immeubles qu'on ne remarque pas, avec une entrée discrète. Un musée très spécial, où l'on vous remet une cape militaire avec le ticket d'entrée. Et c'est la descente. 60 mètres d'ascenseur plus bas, un interminable réseau de couloirs. Parmi les premiers visiteurs, ces habitants du quartier qui découvrent enfin ce qu'ils avaient sous leurs pieds. Un bunker anti-atomique abritant le QG des télécommunications soviétiques. On voyait des choses qui entraient là-dedans, mais jamais rien qui sortait. Mais vous ne saviez pas vraiment ce que c'était? On se doutait que c'était quelque chose de militaire, un site secret, c'est tout. C'était tellement secret qu'il n'existe pas de film de la construction de ce site. En cas de guerre atomique, 2500 personnes devaient pouvoir vivre ici pendant 3 mois. Les visiteurs ont un avant-goût du menu. Une petite ville souterraine, peuplée d'opérateurs de transmission, est capable de fonctionner en autarcie complète. Ici, il y avait un énorme réservoir de fioul, avec un gigantesque générateur qui fournissait l'ensemble du bunker en énergie. Un film rappelle aux visiteurs les grandes dates de la guerre froide, la course aux armements. Puis, avec un peu d'amertume, le démantèlement de l'arsenal soviétique dans les années 90. L'occasion de se demander si tout ça est vraiment fini, alors que les relations entre les deux grandes puissances fraîchissent ces temps-ci. Oui, enfin, on ne sait plus trop où on en est. On voudrait croire que ça ne se reproduira jamais, mais ces derniers temps, on dirait que ce n'est pas le cas. On dirait que ça recommence. Pourtant, vraiment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. C'est une société privée qui a racheté le bunker déclassifié aux enchères pour en faire un musée. Ce que ne disent pas les guides, c'est combien il reste d'abris de ce genre en fonctionnement sous Moscou. Information secrète. Il y a 25 ans, un fabricant Philips inventait un disque compact, inrayable et qui avait la capacité de contenir de plus longues plages de musique. Lancé en Allemagne, le CD allait connaître un succès immédiat. Et aujourd'hui, c'est surtout Internet qui le concurrence. Amérique Gauchy avec Stéphane Guillemot.
1982, E.T., le Minitel, le but d'Alain Giresse à la Coupe du Monde. 1982, la naissance du compact disque. Ça tient dans ma main, ça a seulement 12 cm de diamètre. Dessus, 1 heure d'enregistrement, c'est-à-dire l'équivalent d'un 33 tours actuel. Pour moi, c'est véritablement une révolution dans le son. Une révolution que l'on doit à Philips, alors confiant dans sa technologie. Le système compact disc digital audio devrait être, dans le futur, le seul standard sur le marché audio. ABBA flaire le bon filon, c'est le premier groupe à sortir un CD. Le monde entier découvre le son numérique, les disques compacts se vendent comme des petits pains. Chacun crée sa discothèque, remplace ses vinyles. Une époque dorée. Les 4 premières années du CD, enfin on aurait dit que c'était un lingot. Les gens, on allait presque dans les magasins de disques tous les week-ends voir les nouvelles parutions CD. Et là c'était extrêmement agréable, c'était des disques qu'on avait oubliés, dont on ne se souvenait plus, qu'on n'avait pas réécoutés, qu'on avait chez nous en vinyle. L'industrie du disque sabre le champagne, chiffre d'affaires record, Eddie Barclay fait la fête, les artistes font fortune. Et puis, c'est la gueule de bois. Et ça a vraiment chuté à partir de 2001. C'est la date à laquelle le CD s'est cassé la gueule. Coup de tonnerre au début du 21e siècle. Internet prend le pouvoir. Désormais, la musique est échangée gratuitement et illégalement. Les ventes chutent. C'est la crise. Rattrapé par les nouvelles technologies, le CD, ironie de l'histoire, subit aussi la concurrence des bons vieux vinyles. Chez les disquaires spécialisés, le CD est un produit. Le 33 tours, une œuvre d'art. En fait, il y a eu un vrai travail d'artiste, une peinture en fait qui a été faite pour ce vinyle. Ce travail n'est pas du tout représenté quand tu vois le format d'une petite boîte carrée, quoi. Ça n'a rien à voir, tout simplement. C'est juste évident. Pendant des années, le monde a tourné à son rythme, 200 milliards d'exemplaires écoulés depuis sa naissance. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chanson, un amour de 25 ans bat de l'aile. Le CD est un peu... Football et la victoire de la France 1-0 face à la Slovaquie hier soir en match amical après 6 mois d'absence. Thierry Henry marque sur un coup franc, vous le voyez, le but de la victoire. Les Bleus rencontreront l'Italie le 8 septembre pour un match de qualification à l'Euro 2008. Et puis en Italie, le défenseur Marco Materazzi sera privé de match pendant plusieurs semaines. Il ne pourra donc pas jouer contre la France. Materazzi, qui s'est blessé mercredi lors d'une rencontre amicale contre la Hongrie, a été opéré ce matin de la cuisse droite. La Coupe du Monde de rugby J-15 avec un moment émouvant ce matin, le départ du centre d'entraînement de Marcoussis du pilier Sylvain Marconnet. Lors de sa conférence de presse, il était au bord des larmes. Depuis son accident de ski en mars dernier, il n'a pas pu guérir totalement. Sa cheville est toujours fissurée. Aaron Tanzit et Aurélien Chaplin. Le visage fermé, appuyé sur ses béquilles, Sylvain Marconnet a fait une ultime apparition ce matin à Marcoussis. Depuis l'annonce de son forfait lundi dernier, le pilier français parle pour la première fois, non sans émotion. La Coupe du Monde, c'est terminé pour moi. C'est très dur personnellement, vous devez vous en douter. Aujourd'hui, Marconnet se veut le premier supporter des Bleus qu'il verrait bien en octobre jouer la finale et la gagner. J'espère que leur joie le 20 octobre sera aussi grande que ma tristesse d'aujourd'hui de quitter ce groupe et voilà. Une voiturette qui part, une autre qui arrive, chargée de Français et de bonne humeur. Les Bleus s'en vont gaiement préparer leur match face aux Gallois. Une dernière rencontre amicale dont l'engagement sera total, comme ici face aux Anglais. Pas question de lever le pied ou de baisser les poings en cas de besoin. Personne n'est passé à travers, donc on a envie de bien faire, on a envie de bien finir, on a envie de gagner notre place. Il va falloir essayer de se montrer et voilà, de donner le meilleur, quoi. À 2 semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde, pas d'équipe type, mais 30 gaillards compétitifs. Chez les Bleus, la concurrence est aussi vive que positive. Théâtre de rue à Aurillac, c'est la 22e édition d'un des festivals les plus populaires. Pendant 4 jours, plus de 700 compagnies vont se produire. Reportage Isabelle Bechler et Philippe Bugera. Les pâturages du Cantal ne sont qu'à quelques encablures.
Le moindre recoin de trottoir d'Aurillac est investi par des propositions qui vont de la poésie pure au cirque en passant par la musique ou les machines à plus ou moins grand spectacle. Il en faut pour tous les goûts, des 100 000 spectateurs potentiels qui se pressent dans la ville chaque jour. Mais le théâtre de rue, c'est aussi cela, une déambulation pleine d'humour dans un quartier de la ville où la scène est dans les maisons. On prend un peu de recul sur soi. Invitation à l'observation des mammifères humains dans leur milieu. Pour manger du gigot. Du gigot. Du gigot. Je fais des haricots verts avec. Nous sommes comme des touristes en safari. Parfois le spectateur s'installe, interloqué. Il est devenu voyeur. Vaguement gêné, mais tellement tenté. Ce qui nous intéresse, c'est de permettre un regard décalé sur nos vies, sur ce qu'on est, sur ce qu'on sera ou sur ce qu'on a été, pour l'espace d'un instant se regarder autrement. Les 25 scénettes, jouées par 70 comédiens et quelques autochtones, sont criantes de vérité. Notre vérité, à tous. Plus classique, des spectacles à mettre entre toutes les mains. Tout juste ce que cherche cet élu lorrain pour distraire ses administrés privés de vacances. Ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on vient sur le festival d'Aurillac. On trouve, bon an, mal an, 3-4 spectacles. De tout un peu, ou comment la rue peut être la plus belle des scènes. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite la météo présentée par Isabelle Martinet, suivie du point route avec Valérie et Maurice. À 20h50, l'Odyssée de la vie. Demain à 13h et pour toute la fin de semaine, vous retrouvez Olivier Galzi. Et lundi, c'est David Pujadas qui revient en 20h. Excellente soirée à tous. Au revoir, à bientôt.